Là, quand on fait un appel d'offres comme ça international, on va être confronté au monde entier en fait. Tous ceux qui ont des savoir-faire, et il y en a, des Anglais, des Chinois, des Coréens, des Américains, mais même des Africains, des locaux. Les Marocains sont par exemple très forts dans ces domaines-là. Voilà. Donc la première difficulté de ces appels d'offres, c'est qu'on est confronté à une concurrence mondiale. Donc il faut être très fort techniquement et il faut avoir un rapport qualité-prix euh, au couteau, quoi, parce que sinon ça marche pas. Bonjour et bienvenue dans Masters of Thunders, le podcast qui vous dévoile le secret des entreprises, maîtres dans l'art de répondre aux appels d'offres. Je m'appelle Ayoub Beni, le CEO et le cofondateur de TenderCrunch. Ma mission, vous dénicher des idées et méthodes concrètes à appliquer immédiatement dans votre business et vous booster grâce aux appels d'offres. Vous êtes prêts? Allons-y. Bonjour Ayoub. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast Master of Thunders. Et je pense vraiment que tu as beaucoup à nous apporter, surtout en ce qui concerne les appels d'offres à l'international et surtout avec des appels d'offres avec les pays. Oui. Donc, juste pour une petite brève introduction, Georges Nikolov, tu es directeur général adjoint de IGN-FI. IGN, c'est les cartes, pour ceux qui connaissent pas. Exactement. Et je te laisse te présenter. Bonjour, merci de m'avoir proposé, merci pour cette invitation. Donc effectivement, Georges Nikolov, donc j'ai 48 ans, marié, 2 enfants. Je suis directeur général adjoint chez IGN IFI depuis un peu plus de 7 mois maintenant. Donc je suis quand même un petit nouveau chez IGN IFI, mais avec une déjà longue expérience commerciale derrière moi, avec plus de 20 ans d'expérience commerciale derrière moi, et notamment sur le volet de l'international, avec plus de 10 ans à l'international dans des pays et dans des zones très diverses, tant bien Amérique du Nord, Afrique, Asie, voilà, dans divers domaines d'activité, parce que j'ai eu l'occasion de travailler à la fois dans le secteur de la défense, à la fois dans le secteur de ce qu'on appelle de l'EGP, l'électronique grand public, dans des entreprises comme TomTom, les GPS, et maintenant, voilà, chez IGN IFI dans le domaine du service. Donc c'est un peu moins produit, mais c'est service également, toujours à l'international. Ça fait 20 ans d'expérience en tant que commercial. Tu travaillais aussi dans des appels d'offres publics à l'étranger? Alors, oui, j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de participer à quelques appels d'offres à l'étranger. C'est très spécifique de l'activité d'IGN IFI. Je l'ai eu moins dans mes expériences précédentes. J'ai eu l'occasion de participer à un gros appel d'offres français pour le ministère de la Défense français dans le cadre d'équipement de produits pour l'entraînement des forces armées. Okay. Ça, c'est l'un des plus gros appels d'offres que j'ai eu l'occasion de faire il y a 4-5 ans. Donc, mais sur le process français qui est, lui, particulier, quoi. Ouais, voilà. C'est clair. Tu peux nous parler un peu de IGN FI, son histoire, ouais, et un peu c'est quoi son lien avec les appels d'offres? Alors, IGN FI, ça veut dire IGN, tout le monde connaît, FI pour France Internationale. Alors en fait, donc l'IGN a été créé en 1940. Donc c'est l'Institut géographique national français. Donc ça remplace en fait quelque chose qui existait déjà, qui s'appelait le service géographique de l'armée. Donc d'une bascule militaire, c'est passé à un organisme civil. Je rentre pas trop dans les détails, mais bon, voilà, donc l'IGN perdure, produit effectivement des cartes, mais pas que, il fait des photographies aériennes, etc., etc. Et en 1900, donc l'IGN décide de créer une branche internationale, donc qui porte l'ensemble des activités de l'établissement public, parce que c'est un établissement public, l'IGN, sur le volet international. Et en 2015, il décide de se séparer de ce volet international pour reconcentrer les moyens sur le volet national. Et donc, en fait, il propose de vendre cette branche internationale et cette branche est rachetée par un groupe français qui s'appelle Géofit, groupe de géomètres basé à Nantes. Et donc, en fait, Géofit rachète la majorité des actions et l'IGN garde un actionnariat d'un peu moins de 20% d'IGN-FI. Voilà. Et donc, depuis 2015, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans notre actionnariat à l'IGN et on est également à majorité détenu par un groupe privé, donc le groupe Géofit. Donc créé en 1986, donc on a plus de 37 ans d'expérience, on est présent dans 100 pays, on fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et en fait,
La particularité, c'est qu'en fait, on est des experts des données géographiques. Et qu'en fait, ces données géographiques, on va les utiliser un peu dans tous les sens pour plein d'activités différentes. L'activité la plus simple qu'on puisse imaginer, c'est effectivement faire des cartes. Ça, c'est assez basique. Mais ça va être également tracer des cadastres. Donc, en fait, enregistrer toutes les parcelles et les propriétés, etc. Ça va être également participer à des programmes d'enregistrement du foncier. Donc, ce soit urbain ou rural. Donc, permettre la certification et l'enregistrement des terres et de délivrer des titres de propriété. Ça peut être des programmes par exemple, d'adressage. Donc, ça, on a un gros programme en ce moment en Côte d'Ivoire, à Abidjan, l'adressage. Donc, l'adressage, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que nommer les rues et mettre des numéros de rue. Ça paraît simple, expliqué comme ça, mais c'est en fait très compliqué. Il faut qu'il y ait une certaine entente et accord global sur le nom des rues et sur la manière de numéroter ces rues. Et puis il y a tout un travail de terrain qui est assez lourd, faire du porte-à-porte, etc., expliquer aux gens ce qui se passe. Mais ça peut aller et ça va dans des domaines beaucoup plus techniques comme la géodésie. La géodésie, donc le fait de mesurer le sol en posant des stations en fait qui permettent d'avoir des mesures très précises. Et ces mesures, elles vont servir autant dans le bâtiment, pour les infrastructures, pour l'agriculture, enfin dans plein de domaines. Et puis, ça peut aller jusqu'à des programmes qui sont liés à l'observation de la Terre. Donc, on va utiliser des images satellites pour, par exemple, mesurer la déforestation ou la reforestation dans des endroits, pour mesurer l'étendue de surface agricole, pour mesurer le type de terre, pour mesurer l'expansion des villes, comment est-ce qu'elle est faite, ce qu'on appelle l'habitat informel ou les bidonvilles, si on veut. Donc, en fait, toutes ces mesures, tout ce regard qui sont portés sur la Terre vont servir à plein de typologies différentes, notamment pour des États. Donc en gros, vous avez une grande capacité, des grandes données géologiques ou cartographiques, et après vous allez vendre du service en utilisant ces données-là à des pays ou à des gouvernements partout dans le monde. Okay. Exactement. On a des capacités d'acquérir l'information, on traite et on mouline cette information, et de cette information, on en délivre des services. Exactement. Okay. Et du coup, le lien avec les appels d'offres? Alors, le lien avec les appels d'offres, c'est que aujourd'hui, dans nos activités, donc chez IGN-FI, plus de 70% de notre activité, elle est faite via appel d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients sont des États. On fait 80% de notre chiffre en zone Afrique. Donc sur ces zones Afrique, très souvent, ce sont des programmes qui sont financés par des bailleurs internationaux, type Banque mondiale, Banque africaine de développement. Et en fait, ces bailleurs financent ces programmes via des appels d'offres. Donc en fait, une majorité, aujourd'hui, la plus grande part de notre activité se fait en répondant, nous, à des appels d'offres de ces bailleurs internationaux à destination des États. Ok, parce que aujourd'hui, IGN-FI, c'est quand même un leader dans son marché. Oui. Moi, j'en ai déjà entendu parler. Mes parents sont géologues, donc j'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans les déjeuners de famille. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que maintenant ils sont leaders et qui ont un positionnement international connu? Déjà, on bénéficie l'image de marque de l'IGN. C'est-à-dire que dans notre nom, il y a IGN-FI. Donc déjà, on capitalise sur l'historique en fait de l'IGN. Il faut savoir que l'IGN aujourd'hui, outre son volet cartographique qu'elle réalise pour la France, elle a une responsabilité internationale qui est de gérer et de faire la mise à jour du réseau géodésique mondial. C'est-à-dire qu'il y a des stations, on va dire, au sol qui permettent en fait de calculer la position précise exacte de ces stations par rapport au réseau satellitaire, par rapport au réseau GPS, parce qu'en fait la Terre bouge et qu'en fait l'IGN est garant de cette structure au sol qui permet en fait de mesurer l'écart entre l'information qui est donnée par un GPS et l'information qui est réelle au sol. Ça permet de mesurer ces petits écarts et en fait de donner ces petits écarts à chaque État qui permettent d'avoir une mesure extrêmement précise en fait de la géodésie. Et en fait, ça c'est l'IGN qui gère ça au niveau mondial. Donc il y a quand même une certaine reconnaissance
internationale qui est liée à ça, et nous on bénéficie du fait de notre nom de cette reconnaissance internationale. Après, nous, IGN-FI, on a quand même une particularité, c'est qu'on fait 100% de notre activité à l'export, puisqu'en fait, l'IGN s'occupe de la France, et nous, on s'occupe des activités qui sont liées à l'IGN à l'international. Autant on est le représentant de notre groupe Géophyte à l'international, autant on est également le représentant de l'IGN à l'international. Donc voilà, donc très concrètement, l'IGN peut recevoir des demandes et nous les renvoyer pour que nous on les traite parce que c'est un pays autre Ça reste que la le même France. groupe en plus. Ok. Donc Voilà. IGN focus sur la France et vous faites tout ce qui est hors de la France. Et on met Exactement. Ok, très bien. Donc on a ce volet. Pardon ? C'est les mêmes services entre IGN FI et. C'est les mêmes services. IGN. Ok. Exactement, c'est les mêmes services. On peut très bien pour un État autre réaliser des cartographies, tout type de cartographie qui souhaiterait, que ce soit de la cartographie, on va dire des sols, de la cartographie routière, de la cartographie des altitudes, etc., etc. Donc on a ce volet historique en fait de l'IGN. Et pourquoi on est leader ? Parce qu'en fait on est leader dans nos expertises métiers, donc que ce soit de la cartographie, parce que on a une expertise très forte et très pointue. Et pour avoir cette expertise très forte et très pointue, ce qu'on fait, c'est que on fonctionne en groupement. On part jamais seul. Alors autant on a des expertises en interne chez nous qui sont très liées aux expertises de l'IGN, mais si par exemple pour un pays on doit travailler sur une zone côtière, par exemple, eh ben on va s'associer avec un spécialiste de la zone côtière. On a par exemple des programmes en Amérique du Sud de mesures de reforestation ou de déforestation. Eh bien, on va travailler avec l'ONF, donc par exemple l'organisme national en fait qui gère les forêts, qui a une très bonne connaissance de tout ce qui est du domaine forestier et qui va avec nous répondre à ces appels d'offres et qu'on va prendre pour leur expertise forestière. Ok. Vous faites participer les locaux aussi. Exactement. Alors Okay. on fait à la fois participer les locaux, toujours systématiquement, parce que c'est dans notre ADN de transmettre ce savoir et de faire en sorte qu'il y ait un savoir-faire qui soit fait au niveau local. On a régulièrement des contacts avec tous les IGN à l'international et on essaie systématiquement de les impliquer et de passer par eux pour continuer à transmettre notre expertise. Et on s'adresse également à des spécialistes en groupement qui sont des spécialistes dans leur domaine quand ça devient très précis. On a par exemple au Sénégal un programme qui est lié aux inondations. Eh ben, on va travailler avec une entreprise spécialisée qui est capable de mesurer en fait tout ce qui est le mouvement de l'eau pour que nous on puisse définir les zones inondables, les zones qui pourraient être inondées. Voilà. Ok. Pour que les auditeurs comprennent un peu de quelle grandeur d'appel d'offres il s'agit, quel est le plus grand appel d'offres que tu as gagné par exemple ? Le plus gros appel d'offres qu'on ait gagné chez IGN-FI, ils sont à plus de 10 millions d'euros, entre 12 et 17 millions d'euros, entre 12 et 17 millions d'euros pour les plus gros. Ceux-là, il y en a, allez, on va dire, il y en a un tous les 2-3 ans. Okay. Après, pour la plupart, ils vont tourner plutôt entre 2 et 6, 7 millions d'euros. Ok. Voilà. Par exemple, moi, quand je pense à IGN-FI, je me dis des fois, vous répondez avec les appels d'offres, mais vous pouvez aussi faire de la prospection, du gré à gré classique. Exactement. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces appels d'offres-là ? Parce que là, de ce que tu me dis, ça génère plus de 70% de notre votre chiffre activité. d'affaires. Il y a différentes raisons qui font que on va aller vers l'appel d'offres. Tout l'intérêt pour nous d'un appel d'offres international, c'est que premièrement, il y a deux choses qui sont prérequises quand il y a un appel d'offres. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui est identifié. On sait qu'il y a un programme, on sait qu'il faut faire une carte, on sait qu'il y a un travail à faire. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est qu'on sait que c'est financé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de l'argent pour financer ce programme. Donc, quand on répond à un appel d'offres, on sait qu'il y a un besoin et on sait qu'il y a l'argent. Ça veut dire que si on gagne cet appel d'offres, le travail, on le fait et puis normalement, on est payé. Voilà. Normalement, voilà. Donc ça, c'est tout l'intérêt. Parce que quand on veut faire du gré à gré ou quand on veut démarcher en direct, le besoin, il y est pas forcément. Ça veut dire qu'il faut le susciter, il faut le vendre. Donc, c'est pas le même travail. Il faut expliquer les choses. On est dans des domaines d'expertise technique qui sont assez fines. On s'adresse à des politiques, à des États. Donc, c'est pas toujours simple d'expliquer qu'un programme de foncier
C'est très important pour un État, même si ça paraît évident. Pour le politique, en fonction de sa situation politique, il sera plus ou moins intéressé par le sujet. Donc, faut arriver à trouver le bon timing, le bon créneau pour que ils nous suivent dans ce projet, etc. Donc, c'est pas toujours simple. Ok. Le deuxième problème, c'est quand on fait du gré à gré, il faut s'assurer qu'il y ait les financements, ce qui est pas toujours le cas. Et quand on travaille avec des États africains, on peut avoir un niveau de risque important sur le fait de pas être payé, etc., etc. Donc voilà pourquoi on passe aujourd'hui par. En fait, c'est la nature du métier, quoi. C'est c'est la nature du fait métier, du programme, qui font que on s'assure qu'il y ait les financements et qu'il y ait le travail à faire. Très bien. Et donc, par exemple, une entreprise qui aimerait répondre à des appels d'offres par l'international, un peu comme Hygiene-Fit, pas dans le même secteur, quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent taquer ça, des étapes concrètes, Alors, déjà, il faut qu'elle identifie. Déjà, il faut bien identifier le secteur d'activité sur lequel elle veut aller, parce qu'en fait, des appels d'offres, il y en a beaucoup dans plein de domaines différents. Les gros domaines, c'est par exemple des besoins de consultants, des besoins de services, des besoins d'achat de matériel, des besoins voilà. Donc en fait, il faut se positionner. Nous, par exemple, chez IGNFI, on est positionné sur ce qu'on appelle consultancy, enfin les consultants et les achats de services. Donc par exemple, on sort tout ce qui est achat de biens. Voilà, on fournit pas d'ordi, on fournit pas de je sais pas quoi. Enfin, premier critère, ça permet de faire quand on va auprès des bailleurs et quand on s'enregistre sur les plateformes de suivi d'appel d'offres, de bien rentrer les mots-clés de son activité et le type d'appel d'offres que l'on souhaite recevoir pour en fait recevoir les appels d'offres en temps et en heure et suivre les programmes. Ça, c'est très important. Là, juste pour revenir sur ce point-là, tu disais tu t'inscris sur des plateformes pour ces appels d'offres-là. C'est les mêmes plateformes que tous les appels d'offres par exemple, ici en France ou Alors, par exemple, en France, oui. Alors, c'est pas les mêmes. Il peut y avoir des appels d'offres internationaux sur les plateformes françaises. Il y en a quelques-uns, mais par exemple, en France, on a le système Place ou marché curisé qui existe, sur lequel on s'enregistre, on met des mots-clés, et puis du coup, ça nous pousse les appels d'offres. C'est de là que vous sourcez. Voilà, il faut faire comme ça parce que c'est trop long et trop chronophage d'aller voir tous les appels d'offres qui sortent, c'est impossible. Donc il faut fonctionner comme ça. Il y a le même système qui existe au niveau international auprès de bailleurs, par exemple, où on peut prendre un abonnement auprès de prestataires qui proposent ça. Vous avez des prestataires qui proposent de vous sortir les appels d'offres qui sortent partout dans le monde. Voilà. Et en fait, ça faut faire. Là, j'ai l'impression, je me disais, un appel d'offres en Côte d'Ivoire, je vais pas forcément le trouver dans marché public ici en France, par exemple. Ah non, ça vous le trouverez pas dans les systèmes d'appel d'offres français. Oui. Mais par contre, on le trouve via des prestataires qui proposent ça à l'international. Ok. Et il faut passer par ces prestataires parce que là, c'est pareil, aller chercher un appel d'offres dans chaque pays pour chaque, c'est impossible. Quoi. C'est impossible. Donc il faut passer par un outil. Et cet outil, en fait, il vous fait remonter les appels d'offres et voilà. Okay. Alors, plus que les appels d'offres, il va vous faire en fait remonter 3 types d'informations. Le premier type d'information, c'est les programmes à venir. La deuxième information, c'est les appels d'offres qui sortent. Et la troisième information, c'est qui a gagné avec les prix. Et en fait, ces 3 infos sont importantes parce qu'il faut les suivre. Donc, idéalement, il faut regarder les programmes à venir, se dire tiens, celui-là, il m'intéresse. Noter le numéro et en fait suivre et se préparer quand l'appel d'offres sort. Si possible, évidemment, comme tous les appels d'offres, je vais rien apprendre à personne. Mieux il est préparé en amont, plus on a de chances de le gagner. Donc, nous, par exemple, on organise des missions dans des pays. On sait qu'il y a un appel d'offres qui va sortir dans tel pays dans 1 an ou dans 2 ans. On va dans le pays, on identifie des partenaires, on identifie l'environnement qu'on a besoin de connaître pour répondre à cet appel d'offres. On va voir éventuellement les gens du gouvernement, etc. Mais longtemps avant. Et, une fois qu'on a fait tout le tour et qu'on a identifié tout l'environnement, au moment où l'appel d'offres sort, on est en capacité de répondre. On est prêt parce qu'on a déjà les partenaires, on a déjà les bons experts, on est déjà allé reconnaître la région concernée par l'appel d'offres pour voir s'il y avait des particularités, etc., etc. Voilà. Donc, et quand on a répondu à cet appel d'offres, derrière, nous, on suit les appels d'offres et on regarde. Donc quand on les gagne, on est très content, et quand on les perd, on regarde pourquoi on les perd. Est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que c'est un problème lié à notre technique, etc., etc. Voilà. Donc là, ça nous permet de corriger en fait.
Ok, pour les prochains. Ouais, l'amélioration continue, quoi. Exactement. Et pour revenir sur les conseils pour les entreprises qui souhaitent s'attaquer au marché international, donc tu disais identifier le secteur et se positionner. Oui. Ensuite, tu as dit anticiper les appels d'offres avant leur sortie. En gros, essayer de les travailler bien en amont. Ok. Oui. Ensuite. Alors, ensuite, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que il faut bien s'entourer. C'est essentiel. On peut pas aller à l'international sans passer, sans avoir un bon réseau. Un bon réseau, c'est quoi? C'est le personnage clé dans un appel d'offres à l'international, c'est votre contact local. Le gars avec qui vous avez confiance, qui est sur place, qui va aller certaines fois déposer l'offre quand il faut la remettre, qui va aller rencontrer les gens, etc. Il vous faut votre contact local. Il faut qu'il y ait une vraie confiance qui soit faite avec lui. Ça peut être un avocat, ça peut être un type qui a sa boîte, ça peut être un de vos prestataires qui est inclus dans l'offre, etc. Voilà. Donc ça, il va y avoir différents profils en fonction des régions. Et ça, pour créer ce niveau de confiance avec lui, pour ça qu'il faut avoir anticipé, il faut l'avoir vu avant, peut-être l'avoir testé sur un ou deux trucs, et voilà. Donc faut bien s'entourer. Et il faut s'entourer aussi également il faut pas hésiter, même si ça fait un peu des dépenses, mais à passer par un fiscaliste spécialisé localement, parce qu'il peut y avoir des problématiques qui peuvent être liées à la fiscalité qu'on connaît pas. Il y a peut-être des impôts qui sont particuliers et qui peuvent venir greffer complètement la marge. C'est-à-dire que vous allez remettre une offre et l'offre, elle prend en compte l'ensemble des coûts, et si vous passez en plus par des locaux, les locaux, ils auront de la taxe, de la TVA à payer, et il faut connaître tous ces montants, il faut connaître les particularités pour que ce soit pris en amont en compte dans l'offre. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises, vous remettez votre offre, et puis là, on vous dit, ah oui, mais vous devez payer le dédouanement sur tout le matériel que vous importez, dont vous avez besoin pour faire votre proposition de service. Et puis là, ça va vous coûter 200 000 euros ou je sais pas combien, parce que vous n'avez pas pris en compte cette taxe à l'importation, ou alors on va vous expliquer que en fait le niveau de non-imposition, en fait, il y avait une limite haute qui était à 2 millions d'euros, et tout ce qui a plus de 2 millions d'euros, c'est taxé. Donc il peut y avoir ce genre d'exemple, et en fait, quand vous le découvrez et que ça prend toute votre marge, vous avez bossé pour rien. Et ça, c'est en fait juste pas possible. Donc il faut bien le prendre en compte avant et payer 150, 200, 300, 500 euros le conseil d'un fiscaliste qui va vous dire attention, ce qu'il faut bien prendre en compte dans le cadre de votre projet, c'est ça, ça, ça et ça. Au moins vous le savez et vous êtes en mesure de l'inclure. Donc voilà. C'est une maîtrise de risque, quoi. L'analyse de risque est exactement. L'analyse de risque, elle est essentielle, et elle vaut sur le volet fiscal, elle vaut sur le volet juridique, et elle vaut sur le volet de la monnaie. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un contact local, banque locale. Oui. Ah oui, banque. Okay. Pour justement diminuer tous ces risques. Pourquoi banque locale? Banque locale parce que comme nous, dans notre ADN, on essaye toujours de passer avec des locaux. On a très souvent besoin d'une banque locale qui est très souvent la banque de notre partenaire. Et ce qu'on fait, c'est que une partie de nos appels d'offres est payée en monnaie locale et payée localement pour les locaux. Et donc, en fait, on passe par cette banque locale. Et l'avantage de passer par cette banque locale, c'est que ça lui fait du revenu et que on bénéficie des conseils de cette banque qui va nous dire attention au niveau de la monnaie, au niveau, etc., etc. Les conditions, par exemple, de change, de rapatriement d'argent ou autre. Ok. Et voilà. C'est aussi, j'imagine ces banques, elles vous donnent aussi des assurances ou? Alors, oui, mais très souvent, les assurances, on va les prendre nous au niveau de nos banques françaises, européennes, et même pour être franc, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou voire même en Asie, on peut avoir des banques. On a des programmes à l'international dont les garanties de crédit sont fournies par les banques européennes, françaises ou des banques internationales type Ecobank par exemple, qui sont assez présents en Afrique. Mais voilà. Donc c'est pas forcément projet, c'est pas la petite banque locale qui va donner la garantie de crédit. Ouais, c'est un peu plus haut. Ouais. Donc c'est à chaque fois passer aussi par une assurance qui permet de couvrir un risque potentiellement. Ah ouais, à chaque fois, il faut se prémunir de tous les risques possibles. Ok. Là, quel type de risque, par exemple? Oui. Je vais prendre un exemple. On a fait un programme de cartographie aérienne au Sénégal, et avec le changement politique, il s'est passé 6 à 7 mois sans qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises, et donc nos paiements, ils étaient tous bloqués. Donc on est à plus d'1,5 million d'euros.
nos paiements étaient bloqués en attendant que le gouvernement soit élu, arrive au pouvoir, prenne les décisions de savoir qu'est-ce qu'il faut payer en priorité, etc. et décide de payer, quoi. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver avec des trous comme ça de trésorerie très importants. Parce que situation politique, parce que etc. Rappelez-vous une certaine époque quand la France se faisait sortir du Sahel, ça a été compliqué pour certains programmes parce qu'il fallait soit les arrêter net, soit les terminer très rapidement, mais sans garantie d'être payé derrière, etc. Donc vous n'êtes pas à l'abri dans un pays d'un retournement politique qui fait que d'une position où tout se déroule bien, tout va mal se passer, quoi. Donc faut se prémunir de ça, hein. Donc c'est pas le cas pour tous les pays. Il y a des pays qui sont quand même assez stables, mais il n'y a pas de chasse gardée et ça peut arriver partout, quoi. Tant mieux, parce que ça fait un lien avec ma prochaine question, et je me disais, quels seraient par exemple les types de difficultés que rencontrerait une entreprise qui participe à un appel d'offres pour un pays quelque part en Afrique ou en Amérique du Sud? Alors, les grosses difficultés, c'est que alors déjà le principe de l'appel d'offres fait que c'est un appel d'offres et que du coup qu'il y a beaucoup de concurrence. Là où on pourrait avoir un programme qu'on pourrait proposer en gré à gré, et du coup c'est tellement sur mesure qu'en fait on sort la concurrence, ou alors on est moins confronté à cette concurrence. Là, quand on fait un appel d'offres comme ça international, on va être confronté au monde entier, en fait. Tous ceux qui ont des savoir-faire, et il y en a, des Anglais, des Chinois, des Coréens, des Américains, mais même des Africains, des locaux. Les Marocains sont par exemple très forts dans ces domaines-là. Voilà. Donc la première difficulté de ces appels d'offres, c'est qu'on est confronté à une concurrence mondiale. Donc il faut être très fort techniquement et il faut avoir un rapport qualité-prix au couteau, quoi, parce que sinon ça marche pas. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que l'organisation. Pardon, juste pour revenir sur un rapport qualité-prix au couteau, c'est-à-dire que le prix doit être bas. Le prix doit pas être. C'est pas un problème de prix bas. Le prix doit être au plus juste possible, parce que la manière dont sont notés les appels d'offres, alors il y a différentes manières. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais on va dire que très souvent, c'est 70% de la note qui est donnée au volet technique et 30% au prix. Mais vous avez certains appels d'offres où la note, où le prix est le plus important, donc c'est au mieux disant, au détriment un peu de la note technique. Donc ça, vous le savez avant. Donc en fait, en fonction de ce type d'appel d'offres, il faut effectivement mettre le niveau de service qui va à côté. Nous, chez IGN-FI, on fait pas le distinguo, enfin on fait pas un service au rabais parce que c'est un appel d'offres au moins 10 ans. Enfin, on délivre notre expertise qui est notre expertise. Mais on sait qu'on a cette concurrence internationale, notamment également africaine, où les prix, effectivement, sont pas les mêmes. Ils ont pas les mêmes charges, ils ont pas les mêmes coûts. Et ils ont peut-être pas besoin d'y aller parce qu'ils sont déjà implantés dans le pays. Donc voilà, donc il y a des coûts qui ne l'ont pas et que nous on a, et donc en fait il faut être en capacité, de trouver le prix juste. Et le prix juste, c'est pas forcément le moins cher, mais c'est en tout cas certainement pas le plus cher. Donc vous pouvez vous différencier en fonction du, pas que, vous êtes obligé même de vous différencier, pas que avec le prix, quoi, parce que un TGM que vous vendez n'est pas le même TGM que au Maroc ou ailleurs. Et c'est pour ça, voilà, on travaille très souvent en groupement, et c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec les locaux. Parce que le fait de travailler avec les locaux nous permet de baisser nos coûts, mais ça rentre aussi dans notre logique et dans notre ADN de faire ce transfert d'expertise et de technologie au niveau local. Pour nous, c'est important, en fait. Et ça, on le met très souvent en avant, en fait, dans nos offres. Et on le dit, c'est-à-dire que quand on répond à un appel d'offres et quand on s'adresse à un ministère, à un ministre, on lui dit, notre objectif, c'est que notre savoir-faire, vous sachiez le faire, soit via ce partenaire, soit via votre hygiène locale, soit etc., etc. On propose toujours, nous, dans nos offres, un volet de formation et d'accompagnement qui est lié au domaine. Voilà. Alors, ça coûte un peu plus cher parce que du coup, on rajoute très souvent une couche qui est pas demandée. Et après, quand on l'explique, elle est voilà. Ça passe bien. Elle est pertinente et ça passe. Oui. Très bien. Voilà. Les autres points difficiles, c'est les délais. C'est-à-dire que aujourd'hui, grosso modo, entre le moment où sort un appel d'offres et le moment où il faut répondre, dans les délais les plus longs, vous pouvez avoir 2 mois, et dans les délais les plus courts, ça peut être la semaine. Cool. L'appel d'offres, il sort, la semaine, on doit répondre. Et on a une semaine pour répondre. Donc l'appel d'offres, voilà. Donc, en moyenne, je dirais, le délai, c'est 1 mois. 1 mois de délai. C'est-à-dire que l'appel d'offres sort, et à la fin du mois, il faut avoir répondu. Ok. Donc ça, c'est compliqué, parce que si on n'a pas bien
ce que je vous disais, anticiper avant, et qu'on n'a pas bien identifié l'appel d'offres et qu'on l'a pas préparé avant, pour répondre, c'est pas facile parce que là, faut mobiliser du monde, faut y aller, faut répondre, un appel d'offres, c'est à minima une centaine de pages, à 150 pages, faut expliquer sa méthodologie, faut identifier bien tous les coûts, faut prendre le temps de contacter les locaux pour être sûr qu'on loupe rien, qu'on n'oublie rien. Je rappelle tous ces volets législatifs, fiscaux, monétaires, etc. qu'il faut prendre en compte aussi dans nos offres. Oui. Donc voilà, donc on a un mois pour faire ça, donc c'est pas facile. Donc d'où le fait et la nécessité d'anticiper un maximum. Donc ça, c'est pas facile quand même, ces notions de délai. Et enfin, je dirais que le troisième point un peu compliqué à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la négociation. C'est-à-dire que quand on a remis une offre, si on est sélectionné, alors on peut être 1, 2, 3 à être sélectionné, il va y avoir un volet négociation derrière. C'est-à-dire que par rapport à l'offre que vous avez remise, le ministère ou l'organisme en charge de cet appel d'offres va chercher à obtenir soit plus pour le même prix, soit de baisser les prix. Donc, il y a une négociation qui vient même après la remise de l'offre. Ok. Ouais. Okay. Et ça, c'est tout le temps. Donc, c'est assez particulier. Donc, le prisme, c'est de se dire, en fait, que cette négociation, il faut qu'elle soit valable dans les deux sens, ce qui est pas aujourd'hui acquis. C'est-à-dire que ce qui est acquis, c'est que l'organisme ou le ministère qui a lancé l'appel d'offres, donc il vous dit que vous êtes sélectionné, il vous donne 3 jours pour venir faire la négo. Donc, pour attraper un avion, un machin, s'organiser, se libérer pour aller faire cette négo. Soit vous la faites en visio, soit vous la faites sur place. Mais d'expérience, les négos sont pas les mêmes quand vous les faites en physique que quand vous les faites à distance. En général, il vaut mieux être présent, c'est mieux. Mais bon, après, c'est pas toujours possible, mais c'est mieux. Et il faut arriver, voilà. Et là, vous avez le jeu de la négo, qui est un vrai jeu de négo. Je baisse mon prix, mais j'ai quoi d'autre en échange? Qu'est-ce que je peux avoir? De la souplesse, plus de temps, des facilités, peut-être des facilités pour obtenir les visas. Ça me fait baisser les coûts. Enfin voilà, okay. Il faut prendre en compte. Et la problématique, c'est que ces négos, on a très peu de temps pour les préparer, et donc il faut être assez vif au moment des négos. Et il faut avoir bien dormi parce que faut être en capacité de répondre vite, quoi. Quand tu dis préparer les négos, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il faut savoir sur quand ce qu'ils vont nous demander, pour savoir avant ce qu'on peut concéder et pour savoir avant ce qu'on va leur demander en échange. Parce que le principe de la négo, c'est ça. C'est ça. Si c'est pour se dire vous êtes trop cher de 500 000, baissez votre prix, et puis vous avez le marché, soit on peut le faire, mais plus de marge, ou on baisse la marge, parce que quand on baisse de 500 000 un prix sans avoir rien en retour, c'est forcément de la marge. On perd. Donc soit on l'a mis assez haut pour se permettre de baisser le prix, soit on l'a pas mis assez haut pour se permettre de baisser le prix, et puis il faut négocier quelque chose en échange. Une activité en moins, peut-être des facilités, des exemptions fiscales, enfin des choses qui font que on va s'y retrouver dans le prix, quoi. Ok. Et là, par exemple, tu me disais anticiper les négos. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une négo que vous avez peut-être pas anticipé et que c'était compliqué à la fin, ou peut-être vous avez réussi à la rattraper ou pas? Alors, on a fait, par exemple, au Sénégal, on a fait une réponse à un appel d'offres pour un programme de foncier de plusieurs millions d'euros. Et effectivement, au moment de la négociation, ils nous ont demandé, pour le même prix, d'agrandir la surface parce qu'ils voulaient avoir plus de titres fonciers délivrés. Mais plus 25% de plus, quoi. Okay. C'est-à-dire 25% de boulot en plus pour le même montant. Donc en fait, et ça, on s'y attendait pas. On s'attendait à ce qu'ils nous demandent de baisser le prix, mais pas pour le même prix d'augmenter la surface de façon importante. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on leur a dit qu'on allait mesurer ces surfaces supplémentaires, c'est-à-dire leur fournir les plans de ces parcelles, mais ne pas aller jusqu'à l'enregistrement du titre, qui prend plus de temps, qui nécessite des enquêtes terrain, etc., etc. Parce que pour nous, faire le plan, en fait, ça nécessitait de faire passer l'avion un peu plus loin, travailler un peu pour faire le plan, mais c'était pas le coût pour nous était peut-être de quelques pourcents, 4%, enfin moins de 5%, okay. Là où eux, ils voulaient un 25% en plus. Donc en fait, on a lâché 4%, l'équivalent de 4% du montant financier en termes nous de travail, mais qui était suffisamment et facilement gérable pour nous parce que c'était la photo aérienne et puis après l'analyse de data, sans aller trop dans le détail, quoi. D'accord, ok. Voilà, très bien. On a réussi à s'en sortir en répondant à une partie de leurs demandes sans aller au bout,
voilà, on a coupé un peu en deux en disant ok, on vous donne les plans de ces 25 000 parcelles supplémentaires, et puis après tout ce qui sera de la certification et de la validation des terrains, vous ferez vous quand on vous aura appris à le faire. Mais ils l'ont Au bout du accepté, programme. du coup. C'est que c'était, ça les arrangeait aussi, quoi. Exactement. Ok, très bien. Voilà. J'ai une autre question là que je pose à tous les invités. Si Bien tu sûr. devais partager une recette secrète pour réussir un appel d'offres dans des contextes comme ça, selon toi, ça serait quoi? Alors, moi j'ai une recette. Elle est pas très secrète, mais elle est très 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 efficace. Ok. C'est qu'en fait, pour gagner un appel d'offres, il faut l'écrire. Donc en fait, quand je disais anticiper, c'est l'idéal, c'est d'avoir des relations dans un pays, expliquer ce qu'on fait dans d'autres pays, et faire rêver un peu les gens et leur dire on pourrait le faire dans votre pays, et du coup ils disent ouais, ça serait bien. Et en fait, leur dire, voilà, si vous voulez faire ce programme, voilà les termes de référence idéal qu'il faudrait faire. Et on s'arrange pour que les termes de référence soient très orientés sur nos savoir-faire, notre méthodologie. Et du coup, forcément, après, quand l'appel d'offres est lancé, pour nous, c'est facile. Pour les concurrents, c'est moins facile parce qu'ils sont obligés de s'adapter à notre méthodologie, à nos outils, à notre manière de faire. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ça, c'est l'idéal. Quand on arrive à le faire, on est content. Quand on n'arrive pas à le faire, on n'est pas content. Je me souviens dans le passé, alors pas chez IGN IFI, mais dans mes précédentes, quand on vendait du matériel d'entraînement aux forces armées françaises, en fait, notre société était détentrice de licences pour ce matériel, et en fait, on avait mis dans l'appel d'offres qu'il fallait être en mesure de pouvoir justifier du paiement des royalties et de la bonne possession des licences pour ces matériels pour pouvoir fournir l'armée. Donc en gros, l'armée dit vous devez être en règle avec vos licencieurs. Du coup, forcément, quand il met ça dans l'appel d'offres et que c'est nous qui avons les licences, ça veut dire que c'est nous qui allons le gagner. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'était un... Comment ? C'est quelque chose qui est pas juste dans... En fait, moi, j'ai déjà répondu à des appels d'offres où je voyais des noms de modules de logiciels de concurrents dans l'appel d'offres. Et là, dès le début, tu sais que t'as perdu en quelque sorte. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle un appel d'offres qui est fléché pour quelqu'un et qui est fait pour quelqu'un. C'est-à-dire que l'appel d'offres, il est rendu public parce que la procédure de passation de marché fait que c'est toujours sorti au public, mais en fait, il est déjà négocié en amont, il est déjà calé en amont, et normalement, il sera remporté, sauf si le type d'entreprise respecte pas bien la procédure, ce qui peut arriver, il peut y avoir des loupés, mais normalement, c'est gagné d'avance, oui. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Mais pour ça, faut avoir les connexions, faut connaître bien les gens, faut être bien implanté sur le réseau. Quand on débarque, ce genre de choses, ça arrive jamais. Avant d'arriver à ce niveau-là sur un marché, il faut bien 5 ans. Au minimum. Faut avoir des gens sur le terrain régulièrement, connaître tous les acteurs. Exactement. Exactement. C'est du lobbying, quoi. C'est du lobbying, c'est de la présence. Et ça, quand on arrive sur un secteur d'activité ou quand on arrive dans un pays, il faut au moins 5 ans pour arriver à ce genre de choses. Ok. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, pour gagner un appel d'offres, faut l'écrire. Merci Georges. Là, on passe sur la clôture de l'épisode. Donc là, si tu avais une citation inspirante que tu voudrais partager avec les auditeurs, ce serait quoi? Alors, j'en ai deux. J'en ai une qui est marrante et j'en ai une qui drive mon quotidien et que je partage toujours avec mes équipes. La première, c'est Henry Ford, en fait, que tout le monde connaît, et qui disait le seul endroit où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire. Donc ça, je trouve ça assez amusant et tellement vrai. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des sociétés où on veut de la reconnaissance, on veut du succès, et puis tout de suite, quoi. Alors qu'en fait, non, faut bosser avant. Et ça, c'est Helen Keller, qui est une militante américaine. Bon, je vous laisserai regarder qui est cette dame, qui a une vie absolument incroyable, qui disait que le succès est la somme des petits efforts que l'on répète chaque jour. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je crois au boulot, je crois au travail, je crois aux petites choses que l'on fait tous les jours et derrière qui peuvent donner des grandes conséquences, quoi. C'est la discipline, quoi. Voilà, exactement. Moi, je répète tout le temps ça à mes équipes parce que je leur dis le succès ou la réussite dans nos affaires ne pourra être que la conséquence du travail que l'on fournit au quotidien, régulièrement, et des contacts que l'on a, des échanges que l'on crée, etc., etc. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut se concentrer là-dessus, et après le succès ne sera qu'une conséquence. Suivra. Ok, intéressant. Merci pour ces deux citations. Si tu devais récapituler un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui en quelques points pour que les auditeurs puissent
facilement les avoir? Ce que je dirais, c'est que c'est une chance incroyable de bosser à l'international. C'est super parce qu'on rencontre des gens de cultures différentes, on voit des choses complètement différentes. Si en plus on peut voyager un peu, bah c'est encore mieux parce qu'on s'aère le cerveau. Donc le travail à l'international, c'est une richesse. Après, les appels d'offres, il y a du positif et il y a du négatif, mais c'est comme dans tout. Après, quand on maîtrise bien son domaine, il y a quand même des choses à faire. Il faut se bagarrer, mais il y a vraiment des choses à faire. Anticiper au maximum tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que son énergie, il faut la dépenser au maximum à anticiper, pas à essayer de rattraper le temps perdu. Si on voit qu'il y a un appel d'offres, on l'a loupé, il faut rendre dans 3 jours. Bon bah peut-être que ça vaut le coup celui-là on le loupe, mais de travailler sur celui d'après en anticipant. Voilà. Et c'est tout le temps ce genre de questions qu'il faut se poser. Et c'est pas facile parce que moi je vois mes ingénieurs d'affaires qui ont la tête dans le guidon tout le temps. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut se dire non mais stop là, on laisse passer le train, c'est pas grave, on prendra le suivant et puis on se met pas dans le rouge. Pas facile de garder la tête froide et de garder du recul, mais il faut essayer de le faire. Mais sinon, c'est un univers qui est passionnant et qui est culturellement hyper riche, quoi. Génial. Enfin, moi j'adore. Merci beaucoup Georges pour ces derniers conseils ou ces derniers points. Si un des auditeurs veut te contacter, où est-ce qu'il peut te contacter sur LinkedIn? Alors sur LinkedIn c'est parfait, Georges Nikoloff, IGN-FI, ça ils trouveront LinkedIn, c'est très bien. Et s'ils veulent voir ce que fait l'IGN-FI, le plus simple c'est le site web ignfi.fr où là ils verront plein de photos, des explications de ce qu'on fait, de nos différents domaines d'activité. Et je crois qu'aujourd'hui le digital c'est ce qui est le plus efficace pour créer du contact aussi, ça c'est un bel outil pour ça. Bah, génial. Merci beaucoup Georges. Merci pour cet épisode. Merci de m'avoir invité. On se dit à la prochaine. Merci. Et à la prochaine, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Masters of Thunders. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien est vraiment crucial pour faire découvrir ces épisodes au plus grand nombre. Enfin, si industrialiser vos processus de réponse aux appels d'offres est dans vos objectifs, découvrez ThunderCrunch. Notre logiciel utilise l'intelligence artificielle pour automatiser et simplifier ces processus, augmentant ainsi la qualité de votre réponse et vos chances de succès. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode de Masters of Thunders.